Voilà, quel bonheur d'être avec vous ce soir et puis tous les autres jours d'ailleurs. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ce soir nous allons parler de nous. Allez, on va sortir un peu des sentiers battus, on va pas regarder nos nombrils parce que bon, je crois que ça va nous donner des torticolis, mais nous parlerons de nous, c'est-à-dire de la télé. Cette petite boîte là dans laquelle vous êtes de temps en temps. D'ailleurs, vous nous direz certainement est-ce que vous y passez, combien de temps vous y passez. Tiens, ce serait intéressant que vous nous disiez combien de temps vous passez par jour devant cette télévision qui est aux Antilles depuis 50 ans, d'après ce que j'ai compris, un petit demi-siècle, on va en parler. Est-ce qu'elle nous influence et est-ce qu'elle a une relation, une influence sur nos comportements de tous les jours, nos comportements sociaux, nos rapports avec les autres et dans la société, hein. Quand on parle de la société, on va parler de toutes les sphères, de toutes les composantes, hein, de la famille, du groupe, dans le travail, bref. Cette boîte qui vous permet de nous regarder ce soir, et on vous remercie d'ailleurs de votre fidélité, a-t-elle cette influence qu'on lui prête? Ou alors, selon vous, est-ce que finalement elle serait totalement inoffensive et qu'il faut peut-être la consommer sans modération? Pour nous en parler ce soir, je vais commencer une fois n'est pas coutume par le grand témoin, par l'expert, on va dire. Olivier Pulvar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, de vous consacrer quelques minutes de votre précieux temps. Vous êtes maître de conférence en sciences de communication, donc vous travaillez à l'Université des Antilles. C'est ça. Et votre discipline de référence, c'est la sociologie. Vous êtes sociologue et vous êtes intéressé particulièrement à la communication, aux médias, puisque j'ai vu beaucoup de vos publications dans ce sens. Nous en parlerons. Vous nous direz d'ailleurs pourquoi vous avez choisi de vous intéresser à la communication, Olivier. Ça nous intéresse. Avec plaisir. Et puis une personne qu'on me présente aussi, mais bon, peut-être pas très rapidement. Josette Delblond, bonsoir. Bonsoir Fred Galva. Bonsoir. On est chez nous. Josette qui est productrice d'une émission télé dans notre station. Zouk, oui. Mahogany, qui va évidemment nous donner son avis, elle qui est peut-être aussi consommatrice, mais en tout cas productrice aussi d'émissions. On va en parler. Vous allez nous donner votre point de vue, Josette, et sur la télé, celle que nous regardons tous les jours. Alors, au 71 27 07, vous pouvez d'ores et déjà nous appeler, nous dire si vous avez un avis là-dessus. Hein, pensez-vous que cette télévision, elle peut être dangereuse ou au contraire complètement inoffensive? Pensez-vous qu'elle a une influence dans nos vies? Est-ce que vous pensez qu'on peut la consommer sans se gêner? Ou alors faut-il mettre un frein dans cette consommation de télé? 71 27 07, vous pouvez appeler dès maintenant et ne vous gênez surtout pas. Olivier Pulvar, la télévision, c'est un média parmi les autres. Vous vous êtes particulièrement intéressé à ces médias. Qu'est-ce qui vous a amené d'emblée, en tant que sociologue, à vous consacrer précisément à ce secteur, cet aspect de notre société? Disons que c'est Quel intérêt aviez-vous là-dedans? Scientifique, je m'entends. Alors, s'il s'agit, je suis rassuré parce qu'effectivement, j'ai une histoire personnelle avec les médias. Ah, ça m'intéresse aussi, hein, ça nous intéresse. Mais l'intérêt scientifique, il est dans le fait que j'ai travaillé beaucoup sur les processus liés à la jeunesse, aux jeunes, et notamment à leur mode d'expression. Et notamment donc, dans un contexte de contestation. Donc moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est tout ce qui concerne donc, tous les phénomènes de déviance, de délinquance, de contestation, d'affirmation culturelle ou de sous-culture jeune. Et assez rapidement, je me suis tourné finalement, j'ai un peu suivi, hein. Bon, comme nous tous, j'ai été jeune aussi, donc j'ai un peu suivi aussi l'évolution et les formes d'expression, en tout cas les médias utilisés par les catégories jeunes pour pouvoir effectivement exprimer, je dirais, externaliser leurs pensées. En fait, finalement, entrer en contact avec les autres, exprimer et développer des messages, et puis essayer d'atteindre une cible, essayer d'atteindre, je dirais, un récepteur. Vous avez, vous, commencé par utiliser les médias dans ce sens, ou alors vous êtes resté en observateur extérieur avec la distance qu'il faut pour savoir comment ça s'utilise? En réalité, j'ai été, enfin, je peux le dire, j'ai été pigiste
Donc j'ai travaillé sur les médias radio, télévision, presse écrite pendant un certain nombre d'années, pendant mes études et entre-temps. Donc cela avant de véritablement revenir en Martinique. Et c'est vrai que j'ai été frappé par un certain nombre de choses, je dirais, liées à la culture des médias ou à la culture journalistique. Et en tant que sociologue en formation, je dirais, je me suis beaucoup interrogé sur un certain nombre de choses. Et j'ai été un peu gêné par un certain nombre de pratiques professionnelles et gêné peut-être, ou en tout cas interpellé par les répercussions de ces pratiques dans justement le champ social. Donc ça rejoint un peu le thème de l'émission d'aujourd'hui, puisqu'en fait, je me suis interrogé sur le rôle que pouvait avoir le média ou le médiateur dans l'organisation sociale, sur une communauté ou dans un groupe social donné. Voilà. Mais si vous vous êtes interrogé, Olivier, c'est que vous aviez peut-être déjà des pistes de réponse. On ne se pose jamais une question innocemment. C'est juste que j'ai le sentiment que vous aviez déjà une idée qu'il pourrait se passer quelque chose entre le médiateur et le reste de la société. Ce serait quoi? Dans quel sens ça se joue? Quel pourrait être le rapport qu'il y a entre médias et société? En deux mots. Le rapport, il est justement problématique et il est complexe. Bien, il est problématique. On commence bien. Alors, si c'est problématique, on aura de quoi parler pendant ces 90 minutes. Il est problématique parce que justement, le média est un outil, en fait. Il n'est simplement qu'un outil et il ne transmet, donc évidemment, il nous permet d'entrer en contact avec l'autre. La langue est un média, par exemple. Mais il ne détermine pas, en fait, il ne détermine pas le contenu du message. Il va déterminer la forme que prendra le message, mais il ne détermine pas son contenu. Donc on ne peut pas dire, on peut utiliser le média, je dirais pour aller vite, autant pour faire le bien, entre guillemets, et autant que pour faire le mal. Donc en fait, finalement, il n'y a pas, si vous voulez, en fait, il n'y a pas véritablement de sens donné aux médias. Le média sera ce que l'on en fera. Et vous, Josette, qu'est-ce qui vous a amené à faire de la télévision? C'est parce que vous aviez l'impression que votre message pourrait mieux passer, un peu comme... Non, je n'ai pas forcément cette prétention. Alors, pendant qu'Olivier Pulvar détaillait un petit peu son parcours, son pré-parcours, si je peux m'exprimer, je me suis souvenu effectivement que moi-même, en fait, j'avais commencé par le droit et j'étais très tôt intéressée par tout ce qui était communication. Et donc, effectivement, j'avais entamé après mon second cycle de droit, j'avais entamé une spécialisation en droit de la communication. En fait, c'est en écoutant Olivier Pulvar que je me suis souvenue de ça. Et dans l'intervalle, je me souviens que j'avais eu un devoir, j'étais encore en droit, sur la question était celle-ci: la presse est-elle réellement un quatrième pouvoir? Et effectivement, je me suis dit, c'est vrai, je m'étais déjà interrogée en fait sur le pouvoir que pouvait représenter. Alors c'était la presse, là on est dans la télé. La télé précisément, oui, on va rester lointaine. C'est vrai qu'on est quand même une génération peut-être un petit peu charnière entre tout ce qui était presse écrite et cette éclosion et ce développement de la télévision. Et donc je me souviens qu'à l'époque ma conclusion était celle qu'Olivier Pulvar vient de faire, à savoir elle est ce que on pourra en faire bien ou mal. Donc vous laissez la responsabilité à nos téléspectateurs, ceux qui la consomment, quoi. C'est-à-dire que la télé en elle-même, elle est complètement innocente, mais ce sont les téléspectateurs qui en font ce qu'ils veulent, quoi. C'est ça? Non, pas les téléspectateurs. Les téléspectateurs, bien sûr, mais au premier chef, à mon sens en tout cas, ceux qui la détiennent. Ceux qui l'utilisent, par exemple. Ceux qui détiennent ce média qu'est la télévision. Ceux qui détiennent, ceux qui ont le pouvoir de l'argent, ceux qui ont le pouvoir de dire on fait ci et on fait pas ça, on fait pas ci, etc. On a la liberté, Olivier, de regarder ou pas regarder. Il semblerait par exemple que vous m'avez dit que vous êtes resté longtemps sans télévision. C'est exact. Mais comment peut-on rester sans télévision? Alors on y reviendra peut-être. juste pour rebondir sur ce que Josette Delblond disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la télévision, elle est à la fois faite
la télévision, c'est un outil technique au départ, et elle est faite par donc, ceux qui la financent, ceux qui la dirigent, ceux qui animent les émissions. Et ensuite, le message est reçu par les téléspectateurs. Donc il y a en fait un travail de message produit par la télévision et ses acteurs, et puis de messages reçus par les téléspectateurs. Donc en fait, moi je pars du principe aujourd'hui, après plusieurs années d'observation des médias, que l'on est dans un travail de co-construction, finalement, entre ce qui est produit et ce qui est reçu. Et on peut, effectivement, je réponds à la question, on peut vivre sans télé, heureusement, parce qu'aujourd'hui, finalement, le message ne passe pas uniquement que par la télé, il passe surtout par des écrans. Et donc aujourd'hui, si on peut vivre sans télé, on peut difficilement vivre sans écran. Et quand on regarde notre environnement aujourd'hui, on voit bien que les messages, et à la fois la télévision, passent par Internet, par YouTube, on en parlait tout à l'heure, donc par les écrans d'ordinateur, par les smartphones, beaucoup. Et finalement, aujourd'hui, la question de la télé est revisitée par les réseaux électroniques. Mais c'est vrai qu'on peut vivre, quand on dit on peut vivre sans télé, c'est une formule qui peut choquer, mais on peut vivre sans télé, mais pas sans écran. Oui. Je mettrais juste un petit bémol, alors Olivier, on va dire Olivier, a précisé tout à l'heure qu'il s'était intéressé au monde des médias par le biais de son intérêt pour les jeunes. Moi, je produis tout à l'heure, Fred Gallard, vous avez mentionné une émission que je produis, un magazine, donc Mahogany. Pas spécialement pour les jeunes. C'est pas du tout pour les jeunes. Ça peut intéresser les jeunes. Non, mais j'encourage tout le monde à s'intéresser. Et bien évidemment. C'est un magazine donc qui est dédié au vieillissement, aux personnes âgées, et donc qui a pour sous-titre, si je peux le qualifier ainsi, le magazine du bien vieillir à la Martinique. Et lorsque je veux mettre un bémol en disant justement à Olivier, oui, on peut vivre sans télé si on a autre chose à faire et si on a la possibilité de faire autre chose. Ça veut dire que j'imagine que Olivier peut aller au théâtre, peut lire, peut travailler, peut réfléchir, produire des écrits. Les personnes qui sont encore relativement jeunes, jusqu'à les jeunes seniors, ou même certains seniors, peuvent effectivement pallier l'absence de télévision par tous les écrans, toutes les possibilités qui existent aujourd'hui de s'informer, de se divertir, de communiquer par le biais effectivement de tous ces écrans. Mais lorsque vous êtes par exemple un peu fatigué, vous avez atteint un certain âge, la télé c'est souvent la dernière voie de communication avec l'extérieur. On parle beaucoup de l'isolement des personnes âgées. Ne peut pas servir à ça je pense que le contact visuel est intéressant, c'est-à-dire que quand il ne nous reste plus que quelques-uns des sens, même pas forcément tous les 5 sens, mais c'est vrai que le visuel est important. Et moi, par exemple, je n'ai plus dans mon entourage immédiat de personnes âgées, mais j'aurais très mal vu ma mère vivre sans télévision. Les jeunes regardent souvent la télé, Olivier ? Vous qui avez dans vos recherches... Pratiquement aujourd'hui, je crois que c'est pour ça que je parlais des écrans, je pense que voilà, on a basculé vers autre chose. C'est-à-dire que la pratique le visionnage, je pense que globalement, les jeunes vont passer moins de temps devant la télévision que les générations précédentes. Globalement, chez nous, on regarde la télévision plus qu'en France hexagonale. Ah bon ? On en regarde plus qu'en France. Oui, les chiffres. C'est un paradoxe parce qu'on devrait tourner plus vers l'extérieur du fait de nos climats. Mais alors, alors c'est ça rejoint un peu ce que disait Josette tout à l'heure. Donc c'est peut-être aussi par rapport aux activités, à la culture de l'activité. Et je pense qu'on on voit bien la journée. Alors peut commencer très tôt chez nous, mais peut se terminer aussi très tôt. Et évidemment, donc on passerait beaucoup plus de temps devant la télévision qu'en France hexagonale. Maintenant, c'est vrai aussi que nous avons nous avons des pratiques
qui, on va dire, notamment, et on le voit chez les classes les plus jeunes, qui s'alignent un peu sur ce qui se fait ailleurs, hein, à la fois dans la Caraïbe, mais aussi, je veux dire, dans les pays dits du Nord ou développés. Donc on retrouve aussi des pratiques. Quand vous dites des pratiques, est-ce que vous nous qualifiez un petit peu comment consomment-ils cette télévision? Mais disons qu'ils vont être beaucoup plus tournés, je dirais, sur les médias extérieurs. Donc bon, on a une évolution avec la télévision numérique ou les bouquets satellites, et on va beaucoup avoir, on va beaucoup peut-être regarder, on va plutôt regarder des médias, déjà des chaînes thématiques, musicales ou alors de films ou de dessins animés, etc., etc. Mais c'est surtout des chaînes qui sont pas des chaînes locales, ou alors dans les pays souverains qui sont pas des chaînes nationales. On va surtout regarder des chaînes transnationales ou des chaînes internationales, enfin bref, et des chaînes thématiques. Donc, ce sont des pratiques que l'on a, alors des chaînes sportives par exemple, ou alors des chaînes musicales, je le disais tout à l'heure, ou aussi parfois des chaînes d'information, en information continue. Donc, il y a des pratiques que l'on retrouve. On regarde aussi des chaînes qui vont, puisque c'est une pratique que l'on retrouve aussi sur les chaînes aujourd'hui, la rediffusion. Ce qui avant apparaissait comme une forme de pauvreté au niveau de la programmation est devenu aujourd'hui le must, puisque aujourd'hui on veut toujours savoir quand le programme sera rediffusé. Donc on assiste quand même à une évolution au niveau des pratiques, je dirais, de consommation télévisuelle. Sur la télé des petits le matin, pendant le petit déjeuner, comme ça arrange tout le monde, on les met devant le dessin animé. C'est une des utilisations que les téléspectateurs peuvent faire de la télévision, oui. Vous trouvez ça tout à fait efficace? Enfin, efficace, dans quel sens? Si c'est pour leur développement, par exemple. Allez, on y va. Parce qu'une des critiques qui est faite, c'est, on se dit, mon Dieu, quel impact que ça a sur des enfants qui regardent tout le temps la télévision, qui regardent tout le temps les dessins animés, qui sont au début de la matinée devant, et puis au retour de l'école. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur leur développement, sur leur rapport aux autres? C'est délicat parce que jusqu'à présent les études sont assez contradictoires. Oui. On arrive toujours pas à savoir. Moi je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose qu'on n'ait pas une réponse. Je dirais définitive, parce que je crois que les enfants évoluent rapidement et on le voit. Le développement est rapide. Il tient compte de l'environnement social, de l'environnement culturel, de l'environnement naturel, enfin bref, il dépend de beaucoup de choses et la télé n'est qu'une variable dans ce développement. Ce que l'on observe, c'est que au niveau des enfants, d'abord les enfants ne sont pas égaux, ni les adultes d'ailleurs, devant le média, devant le message médiatisé, et il est quand même... Disons, pour aller vite, on dira que la télévision, en fait, s'il fallait résumer, n'est pas tant dangereuse, je dirais, alors c'est peut-être un paradoxe, dans ce qu'elle produit, dans ce qu'elle émet, dans ce que nous recevons. C'est pas tellement dans ce sens-là qu'elle est dangereuse, mais je parle dans l'absolu, c'est surtout dans ce qu'elle nous empêche de réaliser. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que c'est surtout le temps que l'on va passer devant la télévision qui nous empêche de faire autre chose. C'est ça qui est dramatique. Même si effectivement, être exposé directement à des phénomènes de violence, ça peut avoir une incidence sur le développement de l'enfant. Mais ce que je veux dire, en réalité, le vrai danger de la télévision, c'est le fait qu'il nous empêche justement d'aller à la rencontre de l'autre, Donc ça peut être un facteur d'isolement, même d'inhibition, oui. Ça oriente notre imaginaire chez un enfant, par exemple, qui va forcément reproduire des choses ou qui va imaginer des choses. Ça ne veut pas dire que ça l'empêche de réfléchir, mais il va imaginer des choses dans un champ qui lui aura été balisé par le média. Alors que je vous écoute, c'est aliénant, ça peut être aliénant. Pour reprendre, pour paraphraser quelqu'un avant moi, ça dépendra du temps de cerveau qu'on met à la disponibilité. Absolument, à la disposition du média. À la disposition du média, c'est-à-dire. Oui, mais enfin, quand je vous écoute, j'ai l'impression quand même qu'elle est toute puissante, la télé, quand même. Parce que si elle façonne l'imaginaire, elle est aussi capable de nous aliéner, non? Il a parlé quand même d'environnement. Ce n'est qu'un élément
éléments. Et quand je parle d'aliénation, je peux aussi parler d'aliénation culturelle, dans tous les sens du terme. C'est pas forcément une aliénation mentale, parce que ça peut rendre fou peut-être. J'en sais rien. En tout cas, j'ai pas encore eu de patients qui soient venus par un surdosage de télévision, mais en tout cas, l'aliénation culturelle. Allez, parlons-en. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'est pas obligé, effectivement, on n'a pas quelque chose qui nous guide le matin, on allume la télévision et on se plante devant la télé, puis on regarde comme ça. Non, c'est pas la réalité. Il me semble quand même qu'il y a une addiction. Allez, n'ayez pas la langue de bois. Il me semble que de temps en temps, pour certaines personnes, il y a une véritable addiction à la télé. Absolument. Moi, il m'arrive d'avoir une conduite addictive. Vis-à-vis de la télévision? C'est pas vis-à-vis de la télévision, c'est vis-à-vis de certains programmes qui sont diffusés sur la télévision. D'accord. Mais je peux avoir une conduite addictive tout à fait en dehors de la télévision. Quand on dit addictive, on va expliquer aux gens que finalement on peut devenir dépendant, c'est-à-dire « Oh là là, j'ai pas vu mon émission, il faut que je rentre, etc. » Bon, alors, sans langue de bois, je vous prends à témoin, enfin, je pense qu'on est plus ou moins de la même génération. On a connu le phénomène des premières grandes séries, genre Dallas. Par exemple. Dallas, à l'époque, était diffusé, à l'époque, j'étais effectivement en région parisienne, était diffusé à 20h30. C'est vrai que avant Dallas, on programmait une sortie le week-end, on allait en discothèque ou en soirée, on programmait notre soirée. Après, quand il y a eu Dallas, on ne sortait pas en soirée avant la fin de Dallas. Et pour quelle raison cela? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, monsieur le professeur? Pour quelle raison ceci peut arriver? Et ça arrive toujours. Oui. Parce que vous parlez de Dallas, mais il y a d'autres... C'est ce pourquoi on dit en anglais ces fameuses séries, novellas. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui attire les gens? Ce que les séries comme Dallas ont apporté, c'est cette notion du rendez-vous. L'épisode. Donc le rendez-vous, la série qui s'est généralisée. Et finalement, c'est ce que les réseaux, en fait, les réseaux électroniques ont fait exploser aujourd'hui. Oui. Et c'est cette culture du rendez-vous. Vous avez rendez-vous avec. Donc le programme donne rendez-vous au téléspectateur. On peut avoir rendez-vous avec autre chose, avec son chapelet, avec mais l'un n'empêche pas l'autre. Je sais pas le chapelet, mais enfin, on pourrait parler d'autre chose. Je ne fais pas de prosélytisme religieux ici. 71 27 07, je vous propose d'ailleurs de recevoir notre première téléspectatrice ou notre premier téléspectateur. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Attention. Oui, oui, bonsoir et soyez la bienvenue. Bonsoir, votre prénom Momo, c'est ça? Je reconnais. Oui, on entend. Oui, bonsoir. Oui, on entend très faiblement. Hein. Oui, bonsoir, sois bienvenue. Moi, c'est Momo. Mais oui, on a reconnu Momo qui nous appelle de la Guadeloupe, qui est en plein carnaval actuellement. Oui, Momo, on t'écoute. J'y suis presque, parce que quand j'ai pas la télé, je suis pas bien. Hein. Donc, je suis pas bien parce que je suis pratiquement dans mon lit toute la journée. Oui. Et dès que j'ouvre les yeux, j'allume. Même si je m'endors, ça reste allumé. Et quand je réouvre les yeux, je retombe dessus de nouveau. Oui. Et tu passes combien d'heures devant ta télévision, Momo? Comment? Combien d'heures passes-tu devant ton téléviseur? Ah, depuis qu'il n'est pas en panne, il fonctionne, hein? Donc, depuis qu'il n'est pas en panne, il fonctionne, parce que moi, je ne m'y occupe même pas dans ma maison. Oui, donc en fait, tu la regardes toute la journée? Toute la journée, pratiquement. Et qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas t'en passer? Non, parce que, bon, je ne sais pas, j'ai pris l'habitude autrement. Quand elle tombe en panne, je ne suis pas contente. Puis quand elle tombe en panne, je ne suis pas contente, j'aurais peut-être pu aller écouter de la musique. Oui. Puisque j'ai ce qu'il faut. Mais non, j'attends que ça revienne et je sais pas, c'est comme ça, c'est... Si elle marche pas, bon, ou si c'est la chaîne que je regarde qui ne fonctionne pas, je cherche une autre chaîne, voilà. Et il y a des choses qui sont intéressantes, il y en a d'autres qui ne m'intéressent pas, donc je zappe. Et est-ce que tu as, comme disais... Je voulais dire justement à la petite dame qui est là,
Oui, la petite dame qui s'appelle Josette. J'avais jamais eu l'occasion, parce que elle, quand elle fait son émission, on ne peut pas rentrer en contact avec elle. Et moi, je rentre toujours en contact. J'aime bien rentrer en contact avec je note. Mais elle, son émission n'est pas... en direct. Ah oui, c'est vrai que votre émission est effectivement... Je retiens... Je regarde beaucoup ces émissions. Je ne suis pas encore tout à fait vieille, mais je suis dans le chemin. Ah, on y est tous, Momo. Oh là là, on y est tous. Bien sûr, monsieur Galva. Je suis même fâché après vous parce que vous avez offert votre téléphone à quelqu'un de Saint-Barthélemy. Oui. Donc je ne l'ai plus. J'ai pas entendu ce que tu as dit, Momo. Monsieur Galva a offert son téléphone à quelqu'un à Saint-Barthélemy. Oui. Ah bon? Quand on appelle à ce numéro que j'avais, c'est quelqu'un, au début, il y a des gens qui m'insultaient, et puis après, c'est quelqu'un de très correct et qui m'a dit, moi je suis à Saint-Barthélemy, effectivement, j'ai énormément de personnes qui m'appellent pour ce docteur, mais je ne sais pas pourquoi. Ah ben c'est particulier. Écoute, sur la culture du rendez-vous, dont parlait tout à l'heure Olivier Pulvar, est-ce que tu as rendez-vous avec certaines émissions Ah oui, sur Zouk, j'ai rendez-vous avec 2 vocats de parole. J'ai rendez-vous avec l'émission de Fred Galva. J'ai rendez-vous avec beaucoup, celle de la petite dame à côté. Mais et si la petite dame s'appelle Josette Delblanche, je te le rappelle au passage, si par exemple tu rates un rendez-vous, est-ce que tu te sens bien mal sur le plan psychologique? Surtout si je rate 2 mots, 4 paroles, je ne suis pas bien. Bon, tu sens qu'il y a un manque, quoi, il y a comme un effet de manque. Oui. Alors, heureusement, c'est rediffusé, comme il disait tout à l'heure. Donc le lendemain, j'ai la rediffusion, seulement j'ai pas pu discuter avec les gens parce que c'est le seul jour où on peut échanger, c'est le samedi. Et les rediffusions se font le lendemain, tous les jours après, et là, on ne peut pas discuter. Donc en fait, c'est comme une drogue pour toi, Momo, la télé. Ouais, je crois qu'elle a remplacé une autre. D'accord, elle a remplacé une autre dépendance. Une autre addiction. Très bien. En tout cas, sois aussi fidèle que tu l'es avec Zouk TV. Merci d'être venu nous saluer. Et puis, peut-être un grand salut d'ailleurs à ce téléspectateur de Saint-Barthélemy qui peut-être nous regarde, ça s'ouvrait, et qui a mon nouveau numéro de téléphone. Je lui ai dit, c'est un docteur qui est à Zouk TV, c'est son téléphone, Et il m'a dit, maintenant, je suis embêtée parce qu'il y a une dame, il y a des dames, des personnes qui appellent, qui veulent absolument lui parler, et je ne peux rien faire, je ne connais pas ce monsieur. Très bien, en tout cas, merci Momo, merci. Et puis ça, c'est à voir avec l'opérateur téléphonique. Allez, très bonne soirée à toi, merci. C'est encore un moyen de communication, le téléphone. Ah, on en parlera lors d'une prochaine émission, peut-être qu'on invitera aussi Olivier Pulvar, qui est d'ailleurs spécialiste en sciences de communication. On parlera de téléphone aussi, parce que là aussi, il y a des choses à dire. On reviendra dessus, et il reviendra, je l'espère. Rendez-vous est déjà pris. Merci, à bientôt. À bientôt, Momo. Donc, Comme quoi, la télévision, c'est aussi un moyen, un média d'exposition où on connaît toutes vos affaires. Mais oui, et c'est peut-être aussi justement la question du filtre à la télévision. Parce que tout à l'heure, vous parliez, Olivier, du message qu'il y a entre l'opérateur, c'est-à-dire celui qui fait fonctionner la télé, qu'il soit journaliste, producteur télé, animateur comme moi, et puis le téléspectateur. Mais je n'ai pas le sentiment qu'entre le téléspectateur et l'opérateur de la télévision, il y a un filtre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui filtre ces messages. Les gens reçoivent ça de façon brute. Alors, on pourrait le penser. Oui. Mais en réalité, ce qui permet de filtrer, c'est par exemple les codes culturels. Oui, je veux dire, par exemple, les codes culturels. Alors, à la fois les codes culturels de la profession télévisuelle, parce qu'on a une façon on a logiquement une façon de se comporter à la télévision, une façon de parler, de dire les choses. Il y a un discours médiatique, un discours journalistique, un discours de l'animation. Et puis, il y a aussi la manière dont ça va être reçu, et ça va être reçu en fonction du niveau culturel du téléspectateur. Quand je dis niveau culturel, c'est à la fois sa connaissance du monde des médias, sa connaissance de la lecture de l'image.
ce langage. C'est quoi ce langage, comment je lis l'image? Et puis évidemment, bon, la culture au sens plus général, ça peut être la culture du monde, enfin, de l'environnement, des personnes âgées, enfin, ça peut être en fait, tout ce qui tourne autour du thème qui sera abordé. Et puis, c'est ce que je disais, il y a aussi les ressources que le téléspectateur va pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir décoder les ressources personnelles. Les ressources qui sont liées effectivement à son éducation, à sa formation, à sa culture familiale. C'est énorme, parce que vous disiez effectivement que nous ne sommes pas égaux sur ces ressources-là. Tout à fait. Je prends un exemple concret. Avant de venir à l'émission, je regardais une autre télé. De temps en temps, je peux être infidèle, n'est-ce pas? Et que vois-je? Un accident, il y a deux jeunes motards qui sont morts d'ailleurs de cet accident sur la route des religieuses cet après-midi. Et pan, les deux corps comme ça présentés sous la route. Ça peut être quand même assez brutal. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on est dans cette culture de montrer tout à travers la télévision maintenant sans avoir justement à se soucier de la sensibilité du téléspectateur? Je prends le pari que vous êtes de ces générations qui sont encore choquées par ce type de spectacle. Et je suis sûre que si vous preniez n'importe quel jeu vidéo, que vous voyiez les adolescents traîner partout avec eux, vous verriez que finalement ce qu'on montre au journal télévisé, c'est peut-être pas pire que ce qu'ils voient eux tous les jours sur une tablette ou sur un jeu. Donc ce qu'elle est en train de dire, c'est que je suis déjà dans le passé. Je suis dans l'ancienne génération. C'est moi qui suis choqué. Les jeunes ne sont pas choqués quand ils voient ça, Olivier? Je crois qu'effectivement, il y a en réalité, ce à quoi on assiste aujourd'hui sur les médias, je veux dire le média classique, la télévision, est en deçà de ce que l'on peut trouver sur les réseaux tous les jours. Et à quoi je dis tous ceux qui utilisent donc ces réseaux, les réseaux électroniques, donc Internet, tout ce qui arrive sur les vidéos que l'on reçoit sur les smartphones et qui sont à la fois qui viennent de l'extérieur, mais qui viennent parfois de chez nous-mêmes. Je pense qu'on est en deçà. On est vraiment en deçà. Et en donc fait, la télé s'est inscrite en fait dans une course. Oui. Dans cette course au spectacle, dans cette course au sensationnel, dans cette course, je dirais, à l'exposition d'un certain nombre de choses, et justement a du mal à résister à cette tentation. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans des programmes sérieux, puisque ce sont des programmes d'information. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où on pourrait se demander si on n'est pas plus, on est dans ce qu'on appelle l'infotainment, c'est-à-dire l'information, divertissement. L'information pour qu'on reste accroché à l'écran, qu'on n'aille pas forcément sur une tablette ou sur un autre média. Donc c'est vrai qu'il y a, et je suis d'accord, on n'est pas égaux et on est différents. Et effectivement, des générations peuvent être choquées, des téléspectateurs peuvent être choqués parce que leur sensibilité, avec leurs ressources, leur culture, leur éducation, leur vécu, tout cela ça peut être heurté par de telles images, alors que par ailleurs, effectivement, il y a toute une population jeune qui est confrontée qui fréquente ces images au quotidien. D'ailleurs, vous ne pouvez pas mieux dire, puisque dans le reportage, le journaliste disait justement que ces images que je regardais étaient déjà en train de circuler sur Internet. Mais lorsqu'on sait, moi, à titre personnel, je sais, mais je ne suis pas allée voir les scènes de décapitation auxquelles on est habitué depuis quelques années. Circulent très facilement sur le net et n'importe qui est habitué des réseaux sociaux a vu et vous pensez que ça c'est inoffensif, ça ne joue pas dans la tête des gens pour être simple, un peu comme disaient les gens, ces images comme ça filtrées, qui ne sont pas filtrées, qu'elles soient sur Internet, en tout cas sous les écrans, c'est inoffensif dans l'esprit? Dans les représentations, dans les comportements? Ça ne l'est jamais inoffensif. C'est surtout que ça transmet en fait, c'est le sens. Quel sens ça transmet? Quel sens ça va laisser dans le corps social, pour parler ainsi? Ça, voilà. Et au fond,
il y a une culture qui se répand et qui s'installe, c'est celle de la banalisation. Et on a affaire aujourd'hui à une espèce une situation où le corps humain est mis en scène, entier ou non entier. Absolument. Et je pense qu'il y a effectivement lieu de s'interroger sur la valeur que l'on accorde, au corps, à son corps, au corps humain, et la valeur qu'on accorde aussi à l'humanité. Parce que, donc voilà, il y a de vraies questions qui sont posées là, et que le média, en fait, et la télé pourrait servir à ça, interroger, en fait, le sens de ces images qui circulent. Il y a très peu d'émissions qui justement permettent cette lecture-là. Il y a très peu d'espace de formation là-dessus. Je sais que dans les écoles, on essaie. Les écoles de journalisme. Non, mais même dans les écoles normales, enfin je veux dire, oui, normales, dans les écoles d'éducation nationale, à l'université, nous essayons de faire ce travail, mais c'est vrai que il y a véritablement un travail, je dirais, d'alphabétisation à l'image qu'il faudrait développer, encourager de façon justement à ce que quand on est confronté à ce type d'image, qu'on puisse tout de suite lui donner du sens et que ça ne reste pas une question sans réponse, parce que c'est un peu ça. 71, on va tout de suite auprès des téléspectateurs, puisque ce sont nos principaux acteurs dans Psychose. Bonsoir, 71 27 07. Merci d'avoir patienté surtout. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fred Galvin. Oui. Bonsoir aux intervenants et à tous les auditeurs. Votre prénom? Marie-Ange. Marie-Ange, soyez la bienvenue, on vous écoute. Oui, alors je ne sais pas si j'ai pris l'émission en cours. Oui. Je donne un avis, mais peut-être que je serai peut-être hors sujet. Non, donnez votre avis, Marie-Ange. Oui, alors, votre avis est précieux pour nous, voilà. On échangera avec. Oui, alors la télévision. Oui. Est-ce qu'elle a une influence dans les comportements des gens, dans les rapports entre les gens? Oui, parce que moi je vous donne mon expérience personnelle. Oui. Eh bien, je m'interdis de regarder la télé tous les jours de la semaine. Je coupe pendant 2 jours carrément. Ah, vous coupez pendant 2 jours? Oui, je m'interdis complètement de regarder la télé pendant 2 jours. Et ça vous gêne pas ces 2 jours? Ça vous donne pas une sensation d'étouffement? Parce que j'ai l'impression d'avoir trop d'images. Oui. Je suis comme une noix qu'on gaz. Donc mon cerveau a besoin d'évacuer, de digérer tout ça. Oui. Et je fais autre chose. J'écoute la radio, je fais de la peinture, je vois la nature. Et voilà, donc je pense que nous, les adultes, on a déjà un cerveau qui est déjà plus ou moins formé, mais la jeunesse, ils ont trop d'images. C'est pas bon. C'est mon avis à moi. Oui, non, mais on le respecte totalement. Qu'est-ce qui est pas bon dedans? Quel est le danger selon vous, Marie-Ange? Eh bien, on est comme un entonnoir. On est comme un entonnoir et on déverse des images et le corps, le cerveau, la réflexion personnelle ne se fait pas correctement et on n'a pas de réactivité, on est passif, ça rend passif. Et moi, ça me gêne beaucoup parce qu'on était très créatifs avant. On est comme des oies, on est comme des entonnoirs, on absorbe et il n'y a rien qui ressort. Bon, je ne veux pas être négative, mais ça entraîne une certaine paresse en quelque part. Bon, c'est un appareil qu'il faut utiliser parcimonieusement. D'accord. Mais pas tous les jours, comme ça. Et puis, bon, si on l'utilise pendant 2-3 heures de temps, mais il y a des gens qui restent 4, 5, 6 heures. Bah oui, la téléspectatrice précédente vous disait excessif. Du matin jusqu'au soir. Hein, Et en plus, quand on mange, eh bien, on ne sait même pas ce qu'on mange. On a le plat de repas devant la télé. Et moi, je pense que la digestion, l'assimilation des aliments ne se fait pas correctement, d'autant plus qu'il y a des images de violence. Oui. Alors voilà, c'est mon avis que je voulais donner. Eh ben, on est très heureux d'avoir entendu le vôtre, Marie-Ange. Soyez la bienvenue. Revenez quand vous voulez. Merci et beaucoup. Merci d'être venu surtout. Voilà, je vous remercie et bonne continuation. Très bonne soirée à vous. Vous voyez que Marie-Ange évoque la passivité, effectivement, le fait que la télévision peut nous rendre un peu improductifs. Oui, ouais. sans aucun doute. Sauf qu'on a quand même aujourd'hui, par rapport à ce qui se faisait il y a 30 ou 40 ans, nous étions nés, où il n'y avait qu'une seule chaîne. Ça peut paraître complètement incongru aujourd'hui. Il n'y avait qu'un seul canal, avec donc des émissions qui se succédaient. Aujourd'hui, on peut dire quand même qu'on a
le choix de regarder les programmes qu'on veut. Donc c'est vrai, je suis parfaitement d'accord avec Marie-Ange. La télé remplacée, puisqu'en fait on est assis ou couché ou debout, enfin bref, devant un écran et on absorbe. Olivier disait même que ça nous empêche de faire autre chose. Hein. C'est ce tout que à vous disiez fait. tout à l'heure. Donc on a un cerveau qui est à la limite quasiment au repos et on absorbe. Sauf que certains programmes peuvent au contraire permettre de réagir. Donc si tout à l'heure on a parlé de séries qui peuvent être très addictives, j'avoue, hein, moi, sans langue de bois, j'avoue en toute honnêteté que je suis fidèle à un certain nombre de rendez-vous de fiction, séries ou téléfilms, etc., etc. Et par ailleurs, à côté de ça, ça devient dangereux si on ne fait que ça. Maintenant, il arrive des moments où je n'ai pas forcément envie d'ingurgiter des choses et je regarde d'autres types de programmes. Et je pense notamment à un débat que je voyais tout à l'heure, donc une émission où un certain nombre de personnes interviennent autour d'un thème. Moi-même, je suis seule devant ma télévision, je réagis. Ça veut dire que mon cerveau fonctionne. J'analyse les propos qui sont tenus. Et je réagis, je réfléchis. Certains, je ne suis pas d'accord, mais je me demande pourquoi je ne suis pas d'accord. À partir du moment où il y a une argumentation, votre cerveau est également actif. Et je ne doute pas que Marie-Ange, lorsqu'elle vient d'intervenir là, elle a écouté, elle a pris l'émission en cours, mais son cerveau a réagi. Alors, je veux bien que le cerveau réagisse, d'ailleurs j'espère bien pour la plupart d'entre nous, mais il y a tout de même une sorte d'assimilationnisme vis-à-vis de la télé, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, notamment dans ces feuilletons dont vous parlez, les fameux feuilletons brésiliens qui il y a une production télévisuelle très forte au Brésil, avec parfois même des mécanismes de projection. On donne les prénoms de ces acteurs à nos enfants. Est-ce que vous pensez que ça fait du bien, tout ça? La question est toujours difficile. On peut pas. Ça fait du bien. Vous savez, aujourd'hui, on a profité de votre présence pour vous poser des questions qu'on ne peut pas poser par ailleurs. Justement, dans un feuilleton brésilien, j'ai vu une jeune fille qui s'appelait Suelen. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la génération, ce sont des gens qui avaient vu la série Dallas. Dallas, absolument. Oui. Alors, en dehors de ça. Vous savez, aujourd'hui, dans le courant, dans les recherches actuelles, on est en train de regarder, en fait, jusqu'à quel point justement les médias eux-mêmes ne sont pas aussi victimes, je dirais, de l'action des publics et des téléspectateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien conscience que l'idée de la toute-puissance des médias n'est pas permanente, et donc le fait de donner, par exemple, alors c'est vrai qu'on peut arriver à des situations très caricaturales, mais bon, est-ce que ça pose systématiquement un problème que la source, je dirais, la source d'inspiration soit plutôt une émission ou un film ou une série ou un épisode d'une série brésilienne plutôt qu'un verset de quelque chose, plutôt... Mais ça ne nous écarte pas de nos déterminants culturels à nous-mêmes, parce que si trop consommer du Brésil, est-ce qu'on ne devient pas un petit peu... Non, mais c'est bien ce que je disais, la question, il s'agit de voir à quel point, est-ce qu'il faut diaboliser la série, ou diaboliser, c'est ce que vous disiez, Joseph, est-ce qu'il faut diaboliser la série systématiquement en disant non, moi je ne regarde pas cela, ou est-ce que l'on peut à la fois la regarder et se dire bon, ce n'est qu'une série, je la regarde en tant que série, cet acteur, il me plaît, il joue bien, et donc je vais prénommer mon fils du nom de cet acteur. À partir du moment où effectivement il y a une distance minimale entre ce à quoi on est exposé et ce que l'on fait en tant qu'action, je pense qu'il n'y a pas de danger immédiat. Je vous trouve très constant dans votre analyse là-dessus, mais comment établit-on la cette distance mais elle a été... Marie-Ange a dit quelque chose. De code. Marie-Ange a dit quelque chose tout à l'heure. Elle a dit, bon, écoutez, moi je regarde la télévision, mais je coupe. Alors elle coupe. Elle a besoin de 2 jours. 2 jours de stop. Mais elle a au moins
elle est consciente qu'il lui faut 2 jours pour ingurgiter tout cela, pour prendre de la distance, justement. Oui. Et je crois que c'est pas les 2 jours les 2 jours sont nécessaires pour elle, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça peut être 1 semaine, ça peut être, mais enfin, elle est consciente du mécanisme à mettre en œuvre pour tenir à distance, je dirais, cette charge émotionnelle, cette charge d'information massive qui ne lui donne pas le temps d'analyser ce qu'elle reçoit. Et je pense que ça, c'est salutaire. C'est-à-dire qu'elle a mis en place un dispositif qui lui permet je dirais, de garder les pieds sur terre, de garder la tête sur les épaules et d'avoir une vision, je dirais, alors, sinon éclairée, mais au moins équilibrée de l'environnement auquel elle est confrontée. Je pense que cette démarche, elle est parfaitement saine. Retour aux téléspectateurs, au 71 27 07. Bonsoir. C'est à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Jacques. Jacques. Soyez le bienvenu, Jacques. Bon, ouais. Donc, c'est une émission assez intéressante sur le thème qui est développé. Et Merci. Disons que, d'une manière générale et globale, le média qu'on appelle télévision, on pourrait dire que c'est le média le plus puissant qui puisse exister en ce moment. Donc tout le monde parle de l'Internet, comme si l'Internet aurait déjà dépassé la télévision, mais quand on sait ce qui se passe sur l'Internet, c'est grâce à la télévision. La télévision nous apprend ce qui se passe sur le net. Donc la télévision reste de loin le média le plus puissant qui puisse exister à côté des journaux, à côté du cinéma, de la vidéo, etc. C'est toujours les programmes télé. Dans chaque famille, il y a pratiquement une télévision. Et quelquefois 2 ou 3 postes de télévision. Et il y a un problème auquel on est confronté depuis pratiquement 1980, depuis la multiplicité des chaînes de télévision, la libéralisation. Le problème, c'est la qualité des émissions de télévision. Et le problème, si on parle de qualité, le problème rejoint le fonctionnement des chaînes de télévision. Oui. C'est-à-dire que toutes ces chaînes de télévision fonctionnent sur le même modèle. C'est le modèle de la boîte à sous, de la machine à sous. Comme disait Patrick Lelay, c'est le PDG de TF1, il faut vendre à tout prix du temps de cerveau disponible. Il faut faire tourner la machine à sous. Et quand on fait tourner la machine à sous, on ne regarde plus à la qualité de ce que l'on présente aux gens. On est pratiquement au ras des pâquerettes. On va concocter toutes sortes de programmes idiots. J'insiste sur le mot idiot. C'est le terme qu'il faut pour désigner la nature et la qualité des programmes de télévision. Ce sont des programmes simplement idiots. Et ça... Idiot pourquoi, Jacques? Ils sont vides de contenu? Il n'y a pas de... Non seulement ils sont vides de contenu, mais vous avez une téléspectatrice qui a dit qu'elle s'interdit pendant 2 jours de regarder la télévision. Oui. C'est précisément parce que ça vous rend idiot. Et il y a des gens, des spécialistes eux-mêmes, qui pourraient dire « Ah oui, parce que c'est le réflexe, il ne faut pas accuser la télé de tous nos maux. » Ça n'est pas vrai. Il faut vraiment désigner la télévision comme étant la source de beaucoup de maux que l'on constate actuellement dans la société. Donc, par exemple, la banalisation dont vous parliez, la banalisation de la violence, la banalisation de l'idiotie, on va rester sur le terme bien vu, ce terme idiot, la banalisation de l'idiotie et le fait de la télévision. Elle est aussi productrice ou vectrice d'émissions d'information. Elle peut être une source d'enrichissement culturel, non? Vous le dites, c'est l'argumentaire le plus pervers des chaînes de télévision. Et vous êtes dur, Jacques, avec les chaînes de télévision. Non, mais écoutez, je vous dis que c'est un argument pervers parce que c'est grâce à cet argument-là
qu'on arrive à légitimer la nature des programmes que l'on passe. Et vous la regardez la télé, Jacques? Est-ce que vous la regardez la télé? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que je ne trouve pas... Je réagis à votre émission, c'est parce que je passe chez un ami. Oui. Et l'émission, l'émission avait cours. Donc, c'est comme ça que j'arrive à regarder la télé. Eh bien, écoutez, on est heureux de vous avoir eu, en tout cas. Quoi? On est très heureux que vous soyez passé et que vous nous ayez donné votre avis. Vous êtes très critique parce que vous dites que la télé, de toute façon, elle rend idiot. Hein, c'est bien ce que vous dites. Hein. Oui, parce que les programmes le sont. Les programmes le sont. Il n'y a rien qui est à votre... C'est-à-dire, vous parliez d'émissions de... Comment ça s'appelle des émissions culturelles, d'information... Des émissions culturelles. Oui. Tout ça, ce sont des sortes de... D'attrape... Je dis bien des sortes de carottes. D'attrape-nigo, quoi. On va dire ça comme ça. Ou à pâter le chaland. Et ce ne sont même pas de vraies carottes. Très bien. Ce sont de fausses carottes. C'est-à-dire qu'on essaye de vous dire que, tiens, là, il y a du théâtre, il y a de la musique classique, il y a des émissions magazines, des infos, des débats, etc. Ne serait-ce que le débat que vous organisez là ce soir, vous dire, ah oui, il y a quand même ça. Donc, c'est pas du tout négatif. Mais il y a ça pour quoi? Il y a ça pour autre chose. Il y a ça parce que c'est une carotte qui est derrière laquelle il y a un gros bâton. Il y a ça pour autre chose. Il y a ça pour autre chose. Il y a ça pour maintenir l'attention des gens, pour vendre autre chose. De cerveau disponible. C'est ce qu'on appelle. Parce que l'expression de Patrick Lelay est très juste. Très bien. Je vends du temps de cerveau disponible pour les intérêts de la chaîne de télévision, pour les intérêts de Coca-Cola. Très bien, en tout cas, merci, Jacques. Merci. Et là, je dis quelque chose. Oui. C'est que on assiste en ce moment à une sorte de déshumanisation, une sorte de déshumanisation des relations humaines, surtout avec le comportement des jeunes en ce moment. Eh bien, c'est l'origine de ce comportement des jeunes, c'est précisément sa source, ce sont les programmes de télévision qui ont tout déshumanisé, avec les jeux vidéo en plus, avec les clips violents que par exemple les télévisions, les chaînes de télévision passent, parce que les télévisions sont friandes de ce style de choses. Ils vous disent que c'est ce qui approche, c'est ce qui est porteur. Oui. Voilà, c'est porteur. Donc nous, on y va, et voilà, et on constate en ce moment que les jeunes ont perdu leur repère parce que les télévisions, les programmes de télévision se sont acharnés de manière assidue à leur faire perdre tous ces repères pour précisément les avoir à leur botte. Et comme vous voyez, les jeunes, ils sont friands de consommation et de surconsommation de tout ce qui est produit industriel. Ils consomment beaucoup sans réfléchir. Et c'est à cause de ça. En tout cas, ils sont volontiers violents, toujours à cause de ça. Et les médias, à chaque fois, organisent des débats et ils se disent « Ah oui, mais les jeunes ont perdu de repères, ce sont peut-être les parents. » Ce ne sont pas les parents qui sont responsables de la perte de repères ni de la mauvaise éducation des jeunes. Ce sont les chaînes de télévision qui leur donnent des programmes qui prennent le contre-pied de ce que la famille enseigne. En tout cas, Jacques, on va... Et ça, pour moi, c'est le média qui a causé le plus de mal à la société. On va vous remercier. À Tokyo, à New York, en France, en Martinique, en Guadeloupe, partout. Voilà, on va vous remercier. On a bien compris votre regard très critique, en tout cas, vis-à-vis de la télévision. Merci d'être venu. Et puis, n'hésitez pas de nous regarder de temps en temps. N'hésitez pas à nous regarder de temps en temps à Zouk TV. Nous sommes une télé différente. Allez, bonsoir, Jacques. J'espère. À bientôt. Bien, écoutez, quand on écoute Jacques, qui dit que c'est un média très puissant, mais alors, à ses yeux, c'est vraiment un média extrêmement dangereux, la télé, d'ailleurs, qui est responsable de tous les maux de la société, visiblement. Il a dit beaucoup. Oui. Il a, pas tout, mais beaucoup. Beaucoup.
Bon, je crois que c'est une vision qui a le mérite, en tout cas, de nous éclairer sur le danger d'une télé toute puissante. Et la télé, comme d'ailleurs toutes les images qui sont diffusées, qui se diffusent, puisque ce sont des messages qui se diffusent dans le corps social, dans la société, et qui ne concernent pas uniquement les jeunes. Hein, parce que, bon, je dirais, on parlait de décapitation tout à l'heure, ces vidéos ne sont pas tournées avec des jeunes, pour des jeunes, ou elles sont tournées pour tout le monde, hein, pour tous ceux qui iront les regarder. Donc il y a une complémentarité d'abord du média, enfin des images. Les images de la télévision se retrouvent sur Internet, les images d'Internet se retrouvent sur la télévision, c'est tout un système. Et donc la critique qui est celle de Jacques, elle est pertinente en ce sens que par moment, et c'est ça qu'il faut comprendre, par moment, cette toute-puissance de la télé peut se révéler. Elle peut se révéler à des moments précis, dans des crises précises, où on va être exposé on va être bombardé d'informations. Émotionnellement, on va être captivé par cette information. Ça nous est arrivé très récemment au début de l'année. Et où on n'a pas forcément le temps. Les informations se bousculent. Et pendant un certain temps, on est complètement déconnecté. On est dans autre chose. Et à ce moment-là, effectivement, on peut dire que le média joue ce rôle d'orienter massivement. Donc c'est comme. Mais est-ce que c'est pas dangereux ça, Olivier, d'orienter massivement? Ça donne l'impression qu'il y a quand même une sorte de manipulation, genre gourou autour du. Mais ça, c'est une des dérives ça ne s'est pas arrivé avec la télévision. Je veux dire, ce sont des techniques que la télévision a simplement reprises, mais qui existaient bien avant. C'est-à-dire que ce sont des techniques qui sont utilisées, la manipulation, l'orientation, le matraquage publicitaire, toutes ces choses. Je veux dire, ce sont des techniques qui ont été mises en place bien avant l'arrivée des médias, et des médias de masse en l'occurrence. Donc, c'est le média, la télévision par exemple, où on parlait d'Internet ou d'autres choses, n'ont fait qu'amplifier le phénomène. Et donc, l'impact est certainement, effectivement, à la fois plus rapide et plus massif. C'est-à-dire que quand on a droit à des images qui sont retransmises mondialement, on touche beaucoup plus de personnes en moins de temps. Donc c'est ça la réalité du média et notamment de la télévision. Sauf que la toute-puissance de la télé m'interroge sur notre toute-impuissance. Comment ça se fait qu'on puisse rester? Il y a quelqu'un qui disait justement, qui regrettait, je crois que c'est Marie-Ange, la passivité que nous pouvons avoir face à ce média. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une sorte de réaction qui puisse nous amener à nous dire non, mais non, on ne peut pas se laisser dominer, on ne peut pas se laisser orienter. On est à la télé. J'allais le dire, la réaction, elle existe. Est-ce qu'il y a des possibilités de prendre conscience de ça? Bien sûr. Qui peut nous faire prendre conscience de ça? Mais Marie-Ange elle-même, elle en est consciente, elle éteint périodiquement sa télé. Jacques ne regarde pas la télé. Jacques ne regarde pas la télé. Et vous nous interpellez sur justement cette puissance. Je dis est-ce qu'elle existe vraiment? Elle n'existe pas tout le temps. Tout le temps. Et elle n'existe pas pour tout le monde. C'est ça qu'on ne peut pas avoir une vision, je dirais, homogène de cette affaire-là. Mais j'ai l'impression qu'elle a une relation avec nous qui est un petit peu ambivalente. Je l'aime, moi non plus. En même temps, on ne peut pas s'en passer. En même temps, on lui attribue tous les maux du monde. Et cette ambivalence n'est-elle pas liée aussi au fait que il n'y a pas d'autre chose que la télé qu'on fait finalement. Non, mais ce soir, quand vous allez rentrer tous les deux, qu'est-ce que vous allez faire? Non, mais Fred, là, on est dans la provocation totale. Il est animateur sur une chaîne de télévision, il fait une émission sur la télévision, et il est en train de nous dire que la télévision, c'est le grand Satan. Ça veut dire que vous êtes parfaitement cynique, quoi. Et que faites-vous là, Fred Galva? On se demande d'ailleurs. On va demander d'ailleurs, si vous voulez bien, aux téléspectateurs qu'on a rencontrés dans la rue, on leur a posé la question de savoir est-ce qu'ils pensaient que c'était une petite boîte totalement inoffensive ou alors c'était vraiment un grand danger la télé. Et je vous propose de regarder quelques morceaux choisis de leur réaction. Pensez-vous
que la télé a une influence sur le comportement des gens? Oui, très négative, vraiment. Ça les rend fous, à mon avis. Vous avez des exemples à nous donner? Je pense qu'il y a du bon et du moins bon à prendre, et surtout il faut regarder avec du recul un petit peu ce qu'on nous propose, et avec parcimonie aussi, ne pas faire que ça, varier les programmes, ne pas rester tout le temps devant les mêmes émissions de divertissement toute la journée. Pensez-vous que la télé agit sur le comportement des gens? Aussi. De quelle façon? Eh bien, c'est positif ou négatif, dans la mesure où... C'est-à-dire que je crois que la télé apporte aux gens ce qu'ils ont envie de recevoir. Vous avez des exemples à nous donner? Je ne donne pas le nom de cette télé, mais il y a une télé qui donne des leçons d'éducation sexuelle plein écran. Et puis après, les enfants, les jeunes veulent faire comme ce qu'ils ont vu à la télé. Déjà, certaines émissions qui passent, auxquelles parfois la violence. Bon, ça c'est un sujet que tout le monde connaît. Il y a aussi l'influence publicitaire. Ça c'est aussi un élément très important. On est parfois tellement massacré par la publicité que ça agit sur le comportement. Et puis les jeunes aussi, il y a un phénomène de mode. On ne va pas parler obligatoirement que de télévision, mais vous avez tous les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est déjà un premier cas. Qu'on le veuille ou non, tout a une influence sur l'être humain. La télé, pourquoi? Parce que ces temps-ci, c'est vrai les clips, on va prendre le cas des clips violents, ou les clips où la femme est dénaturée, oui, ça a une influence. Même les publicités, quand on fait le matraquage publicitaire, ça a une influence sur les gens, oui, en effet. Surtout sur celui des jeunes qui sont assez influençables, surtout les films, les clips, tout ce qui est violent, ça influence beaucoup les jeunes, je pense. Est-ce que vous pensez que la télé a une influence sur le comportement des gens? Oui. Vous pouvez nous donner quelques exemples? Si on prend l'exemple des enfants, par exemple, oui, les jeux, les violences, ça peut influencer sur le comportement. Parce qu'on est en plein carnaval, la télé en Guyane, par exemple, qui retransmet tous les concours de Touloulou, fait une espèce d'union de toute la population sur ce thème carnaval et tout. Là, ils sont déjà tous en ébullition. On reconnaît parfois certains comportements dans la rue qu'on aurait pu voir éventuellement dans une série ou dans un film. Voilà. Donc je pense que que la télé influence énormément pas mal de personnes. Pas si anodine que ça, la télé, finalement, si on s'en réfère aux propos tenus par nos passants de ce matin. Il y en a même un qui disait que la télé nous distille un peu ce qu'on a envie de recevoir. Exact. C'est peut-être là le lien de la dépendance. On reçoit ce qu'on a envie, finalement. Mais comment ils arrivent, eux, ces messieurs et dames de la télé, à savoir ce qu'on a envie ? Comment ils savent nos désirs? Comment ils arrivent à entrer dans nos désirs comme ça, au point de nous rendre si dépendants? La question vous est posée à tous les deux. Voilà, on va lui laisser. Comment vous arrivez à entrer dans les désirs de vos téléspectateurs? Tout à l'heure, Olivier a parlé effectivement du récepteur. Du média, l'animateur, la personne qu'on voit à l'écran, et puis derrière il y a les dirigeants, il y a les financiers, il y a les dirigeants, et puis il y a des équipes marketing qui sont chargées de déceler les tendances, de provoquer, de donner aux gens ce qu'ils attendent ou de créer. On serait tous peut-être des pigeons, quoi. Aussi. Mais c'est à nous de voir. Enfin, quand je vous entends bien dire ça tous les deux. C'est à nous de prendre des distances. C'est à nous de... J'ai voulu rebondir sur une observation d'Olivier. Il a parlé de l'éducation, notamment du milieu scolaire. Alors effectivement, chaque année, il y a une semaine de la presse à l'école où on permet à des écoliers, des collégiens ou des lycéens, effectivement, d'avoir une approche des médias, de la presse et des médias d'une façon générale, avec un regard un peu distancié, de les impliquer dans la fabrication d'un certain nombre de choses. Mais je m'interroge, moi, et c'est aux scientifiques que je pose aussi la question, aux scientifiques au pluriel,
quel est le rôle des parents ? On est passé d'une société où il y avait une télévision, c'est-à-dire que dans les années 60, voire 70, quand on avait une télévision, d'abord c'était quasiment un signe de richesse extérieure, plus ou moins. Il y avait une télévision au sein d'un foyer et tout le monde se réunissait, c'est-à-dire, alors c'était l'heure du repas ou après le repas, on était tous ensemble et on regardait la télévision. Alors lorsqu'il n'y avait pas une télévision dans le foyer, dans le quartier, les gens venaient, se rassemblaient autour, donc il y avait un lieu de socialisation où effectivement les gens échangeaient sur ce qu'ils voyaient et les aînés pouvaient effectivement apporter leur éclairage, faire leur réflexion qui était transmise aux jeunes. Aujourd'hui, chacun a son écran, enfin chacun dans certains milieux. Presque, oui. Presque. Oui, son écran télé ou son écran téléphone. Tablette ou ordinateur, ce qui fait que chacun est livré à lui-même devant un flux d'images et c'est vrai que les jeunes cerveaux, déjà formés, pas encore formés ou encore très jeunes, n'ont pas le recul nécessaire et l'encadrement et le décryptage nécessaire d'un adulte pour pouvoir avoir la distance. On va interroger nécessaire. On va interroger des scientifiques là-dessus, sur les réactions, justement les propos, les observations. Où sont les parents? Quel rôle peuvent-ils avoir devant cette pousse? Le rôle alors c'est vrai, le rôle des parents n'aurait pas dû changer. En fait, le rôle des parents est toujours celui d'encadrer. Je dirais de vérifier aussi, de la même façon que on a pu à une époque, on continue d'ailleurs, on essaie de regarder dans le cartable de l'enfant ce qu'il contient, on regarde le cahier de texte, enfin bref, toutes ces choses-là. Effectivement, on devrait aussi regarder un peu, vérifier, les parents sont aussi à même de vérifier d'une certaine manière le contenu des informations que reçoit l'enfant. Mais en réalité, c'est que justement aujourd'hui, d'abord les supports, les outils de communication se sont démultipliés et individualisés, donc miniaturisés, donc on peut avoir accès à l'information, à l'image sur un petit écran personnel que l'on transporte, qui est mobile. Donc si vous voulez, en fait ce qui se passe, alors à la fois les outils se sont multipliés, miniaturisés, le flux d'informations, le flot d'informations s'est démultiplié, et donc on ne peut pas tout contrôler. Et alors ce qui a été dit tout à l'heure par Jacques et qui est tout à fait vérifié, c'est que la pluralité des sources d'informations n'a pas forcément amélioré à la fois la qualité, mais également la diversité de l'information reçue. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas parce qu'on a multiplié les canaux d'information qu'on a multiplié, on a, comment dirais-je, diversifié la nature de l'information. Au contraire, puisque ce sont les mêmes qui possèdent ce sont les mêmes puissances économiques et d'argent qui possèdent ces canaux d'information. Donc la situation elle est très compliquée. Elle est très compliquée pour un parent qui est débordé par une multitude de sources d'informations reçues à la fois par lui et parfois il ne reçoit pas tout. Son enfant va recevoir beaucoup plus d'informations qu'il ne le croit et à des moments, je veux dire, quasiment 24 heures sur 24. Quasiment 24 heures sur 24, il n'y a plus de fait des émissions, c'est terminé. Donc on est dans une autre culture, dans un autre monde. Et en fait, la situation pour le parent, alors c'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas l'incriminer de façon... je veux dire, c'est très difficile. C'est très difficile pour un parent, à lui seul, de gérer un problème que finalement... ni les politiques, personne ne gère. Personne ne gère. Si, certaines personnes gèrent cette affaire-là au niveau de l'information qui, à mon avis, est moins une information citoyenne qu'une information commerciale. C'est-à-dire que tout ce qui est charrié que charrient les canaux, les flux d'informations télévisuelles et autres, sont surtout mus par comment dirais-je, par une préoccupation marchande. Mais on peut pas résister à cette préoccupation marchande en disant non, il y aura qu'une télé à la maison et pas 4 et pas
et puis on la regarde ensemble et on... Oui, mais ça c'est pour l'espace domestique, la maison. Oui, mais c'est quand même le creuset même de... c'est le début, hein, c'est pas le début. Non, mais plus la maintenant. socialisation, la maison, la famille. Non, mais aujourd'hui, les sources d'information, en fait, ça a été dit, quand on dit les jeunes ont perdu le repère, c'est pas qu'ils ont perdu les repères, c'est qu'ils en ont d'autres. Et ils en ont tellement d'autres que c'est nous qui n'arrivons pas à contrôler ou à mettre le doigt sur ces repères-là. Parce que nous sommes sur nos repères en disant c'est la table de la loi et finalement on n'arrive pas à se rejoindre parce qu'il faudrait récupérer ces jeunes avec leurs, quand je dis récupérer, en tout cas comprendre les repères qui leur permettent de fonctionner pour éventuellement les encadrer, les accompagner. Les accompagner, oui. Je peux prendre un exemple très simple. Si vous prenez Facebook par exemple, on peut dire beaucoup de choses sur Facebook, mais le parent ne peut pas avoir accès à la page Facebook de son enfant, il va être surpris d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, il faut quand même un certain contrôle. On parle de guidance. Sur des émissions télévisuelles, il y avait le petit carré blanc à une époque. Ensuite, il y avait le contrôle parental sur le téléviseur. Oui. Bon, voilà. Mais il existe toujours le contrôle parental. Alors aujourd'hui, il y a toujours il y a des signalétiques qui indiquent déconseillé ou moins de, etc. Maintenant, je ne sais pas ce que ça vaut. Je crois que c'est quand même aux adultes de voir dans quelle mesure. Parce que des fois, je vois des signalétiques déconseillés au moins de 12 ans. C'est pas une fiction télévisuelle, mais il y a un film dont tout le monde parle, qui est tiré d'un livre dont tout le monde a parlé, qui s'apparente à quand même au plan sexuel. On parle beaucoup de violence, mais on omet souvent effectivement ce côté sexualité qui est juste interdit au moins de 12 ans. Je suis un petit peu effrayée de voir qu'à 12 ans, enfin à partir de 12 ans, on permet à des enfants d'aller voir ce type de film. Enfin, bon, c'est quand même aux parents eux-mêmes d'évaluer et de ne pas déléguer à d'autres. Mais peut-être partout, comme disait Olivier, peut-être que des fois les parents sont en train de faire la cuisine et le petit... même déjà arrivé à moi, le petit est en train de regarder Titeuf, et puis j'entends finalement, j'entends de ces tirades dans Titeuf, je me dis, mais ça peut pas être à la portée de mon petit-fils, c'est pas possible. Et parce que je fais autre chose et qu'on peut pas être partout. Donc on dresse le constat, on est complètement has-been et complètement dépassé, c'est ça? Voilà, donc elle nous domine quand même, la télé. Et la domination, c'est quand même une source de violence. C'est la technologie qui sans doute nous domine. 71 27 07, nous poursuivons notre discussion avec nos téléspectateurs. Bonsoir. Oh, cette personne est partie, elle va peut-être revenir. On a été trop bavard. On a été trop bavard, mais elle va revenir et revenez, 71 27 07 avec le fil de votre idée. Vous parliez tout à l'heure de la qualité et qu'elle n'est pas toujours au rendez-vous. Mais là aussi, peut-être qu'il n'y a pas assez d'espace critique pour faire en sorte que cette qualité puisse être au rendez-vous. J'ai l'impression qu'on nous distille... la télé n'a pas non plus elle n'est pas assujettie aux normes de qualité comme le sont certaines entreprises. J'ai pas le sentiment que... Alors, c'est vrai que le problème qui se pose au niveau de la télévision, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, les programmes, qu'est-ce qui va déterminer la qualité d'un programme télévisuel? Voilà. Par exemple, dites-le-nous, vous qui êtes spécialiste de la communication. Mais globalement, ce serait quoi? Non, mais là, en l'occurrence, je ne sais pas. En fait, je pourrais vous dire ce que ce serait, mais je vais vous dire ce que c'est. Aujourd'hui, c'est l'audimat. C'est l'audience. Oui. Donc, c'est l'audience qui va déterminer le fait que l'on va garder en programmation ou déprogrammer une émission, parce que c'est l'audience qui va permettre aux annonceurs de se positionner. Oui, mais parce qu'on est dans une logique marchande. Oui, mais c'est malheureusement pas là-dedans. Non, mais moi, je parle de la réalité. Que chercheur en sciences de... Allez, donnez-moi votre avis, vous, Olivier Pulvar, chercheur en sciences de la communication. Qu'est-ce qui définirait pour vous une émission de qualité? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on y trouve la qualité? Mais les émissions de qualité, elles existent et elles sont en fait liées je dirais, au côté, on va dire, à la dimension citoyenne. Voilà. La dimension citoyenne, c'est comment finalement
mieux vivre ensemble, comment fonctionner dans cette société, comment comprendre cette société, comment comprendre son voisin, comment comprendre celui qui n'est pas mon voisin mais qui est un peu plus lointain. Finalement, le média doit contribuer à l'organisation sociale, doit contribuer à son bon fonctionnement, doit contribuer à l'organisation de la cité. Donc c'est un agent de socialisation. C'est un critère de qualité pour vous, il faut qu'elle contribue. Je vous propose de revenir à nos téléspectateurs au 71 27 07. Bonsoir. Bonsoir, M. Gaza. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Donc, bonsoir. Votre prénom? Voilà. Donc, bonjour à Momo, bonjour à la Guadeloupe, bonjour à toutes. Bonjour à tout le monde. C'est un lien, hein, la télé. Et votre prénom? Gérard. Gérard. On vous écoute, Gérard. Voilà, oui. Donc, voilà ce qu'il y a. C'est que je viens d'entendre, cette personne qui vient de parler à l'instant, donc, va dans mon sens, dans le sens où, quelque part, nous sommes dans un monde de communication, la télé, etc. Tout. Donc, quelque part, quand on regarde une image qui parce que là, on est dans le sensationnel, etc. Tout va là. C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est que il faut pouvoir regarder ces images-là tout en dans le désintéressement total, c'est-à-dire l'inaction dans l'action. C'est-à-dire c'est le fait que quand on regarde ces images qui sont, paraît-il, des fois assez agressives, quelque part, cette agression, ça nous coûte en santé, ça nous coûte c'est un patrimoine, c'est un capital santé que l'on perd. Donc il faut pouvoir regarder ces choses-là, mais tout dans le désintéressement total. Vous voyez, c'est que donc dans la distance, on regarde, mais avec beaucoup de distance. C'est-à-dire que c'est un matériel qui est nécessaire pour notre évolution. Et quelque part, vous voyez par exemple les deux motards qui sont, qui ont perdu la vie sur l'autoroute, quelque part, on ne peut pas redonner vie à ces personnes. Donc, c'est pas la peine de subir de s'émouvoir, quoi. Par rapport à cela. C'est une information que l'on reçoit. Cette information doit pouvoir nous servir. C'est comme le fait que, vous voyez par exemple, s'il y a une tasse qui se casse, vous recollez la tasse, mais si ça retombe, ça ne recassera pas au même endroit. Quelque part, il faut que ça nous serve, mais il ne faudrait pas que ça nous coûte. Il ne faudrait pas que quelque part, on subisse cette information. Il faut la transcender. Il faut quelque part, c'est l'inaction dans l'action, c'est-à-dire c'est le désintéressement dans l'action. Il ne faut pas le regarder dans le sens où ça nous coûte en santé. Oui, mais on n'est pas des robots, Gérard. Nous ne sommes pas des robots, nous ne pouvons pas non plus regarder quelque chose sans avoir une charge émotionnelle. Nous sommes sensibles, nous sommes des êtres de grande sensibilité. Oui, mais il faut... D'accord, je suis entièrement d'accord. Mais quelque part, quand on s'en rend compte que c'est l'émotion, il faut pouvoir, c'est comme la peur. Il faut pouvoir, la peur, il faut pouvoir la transcender. La peur, c'est une nécessité d'être, parce que si vous n'avez pas peur, vous vous jetez dans un trou, etc., etc. Mais ce qu'il y a, c'est que quelque part, il faut prendre conscience que c'est quelque chose qu'on a besoin, cette information, on a besoin, parce que quelque part, ça nous sert pour ne plus reproduire cela. Vous voyez? Donc, il ne faut pas regarder ça dans le sens émotionnel. Il faut regarder dans le sens d'information que l'on reçoit par rapport à notre conscience. Et ce corps est très intelligent. Le corps, quelque part, fait le tri. Le corps, il faut regarder ça détendu. Il ne faut pas être crispé. Il faut pas se charger le cortical. Parce que si on se charge la tête de tout cela, quelque part, on est complètement déphasé. On est complètement en dehors du système. Puisqu'il y a une souffrance qui est là. Cette souffrance ne sert à personne, ne sert à rien. C'est une souffrance qu'on inflige à notre corps. Il faut pas infliger cette souffrance à notre corps. Il faut que cette image nous sert de piédestal pour avancer. Très bien. Il faut utiliser cette image intelligemment. Merci beaucoup, Gérard. Nous avons bien compris. Alors, si je reformule un peu votre pensée, nous regardons, mais il faut quand même que nous ayons suffisamment de distance pour que nous ne soyons pas envahis émotionnellement. C'est bien ça? Voilà, oui. Mais il faudrait aussi que les personnes qui s'occupent de l'enseignement nous enseignent comment regarder ça avec distance. Eh bien, écoutez, justement, je vous propose
Je vous propose, Gérard, qu'on pose cette question à Olivier Pulvar, parce que vous posez effectivement la vraie question. Restez en ligne, il va peut-être nous répondre. Olivier, comment est-ce qu'on peut imaginer un enseignement qui nous apprenne à, comme dirait Gérard, à prendre de la distance émotionnelle par rapport à ce qu'on pourrait voir sur les écrans d'une façon générale? Tout à fait. Alors, moi, je remercie Gérard pour son témoignage, parce qu'effectivement, il a mis le doigt sur une distinction très importante qui est celle d'un côté l'information, la donnée information, et puis la composante, la dimension émotion. Et on remarque bien qu'aujourd'hui, dans le traitement qui est fait de l'information, par les médias d'une façon générale, la dimension émotion prend beaucoup de place, et notamment à la télévision. Parce qu'à la télévision, on peut effectivement avoir un traitement à la fois, je dirais, de l'information discursive, de l'information en elle-même, mais on a aussi une information iconique, c'est-à-dire une information qui est liée à l'image. Et à travers l'image, effectivement, on va beaucoup, si vous enlevez le son et que vous ne regardez que les images, vous avez cette dimension émotionnelle. Si vous gardez le son, si vous prenez que le son, vous ne regardez pas, comment dirais-je, si vous ne regardez pas l'image de la télévision, mais que vous entendez le son de la voix du journaliste ou du présentateur, vous allez vous précipiter pour regarder l'image. Donc il y a un lien effectivement entre information et émotion. Nous faisons ce travail de toute façon à l'université, je dois le dire, nous faisons ce travail depuis plusieurs années avec nos étudiants. On travaille sur ces questions-là, mais il faut reconnaître que ce n'est pas forcément, je dirais, la dimension pédagogique qui est la plus valorisée ou la plus développée, à la fois dans nos formations, mais d'une façon générale dans les formations. Mais il y a un moyen de sortir Alors le moyen, très, très simplement Fred Galva, le moyen c'est surtout de savoir comment on fabrique l'information. C'est-à-dire qu'avec la connaissance, et ça on le voit très bien avec les étudiants, avec la connaissance que les étudiants peuvent acquérir au cours d'une année, 2 années, 3 années de formation sur comment on fabrique un journal télévisé, comment on fabrique une information télévisée, comment on fabrique une émission de divertissement, comment fonctionne un débat télévisé, etc., etc. Comment fonctionne la publicité également télévisée. Donc on a la connaissance de la fabrication du message ou du traitement de l'information permet une meilleure lecture et permet, comme il le disait, peut-être de prendre plus de distance par rapport à la manière dont on reçoit l'information. Voilà Gérard, vous avez entendu la réponse d'Olivier, donc il y a la possibilité. J'ai très bien entendu sa réponse et ça va dans mon sens, mais il faudrait que comment dirais-je, nos leaders comment dirais-je, nous éduquent dans ce sens-là, parce qu'on n'est pas éduqués dans ce sens-là. Quand on reçoit l'image, pour nous, c'est une agression, et alors que quelque part, c'est une information. Ce n'est pas une agression, c'est une information. Donc, concernant le 2 mots 4 paroles et tout ça, donc, ces émissions, quelque part, nous permet de faire un lâcher-prise. Alors, quand on sait à l'heure où ça se passera, donc on a besoin de se lâcher prise, et quelque part, comme on est un peu coupé du monde, on a besoin de se lâcher prise. Donc c'est une très très bonne chose. Très bien. Donc, je vous souhaite une agréable soirée. Merci Gérard, et merci d'être venu. À très bientôt. À très bientôt. Alors, justement, sur les... Je voulais juste revenir sur l'intervention de Gérard et sur la réponse d'Olivier, à savoir, effectivement, c'est bien, ça me fait penser la réflexion de Gérard lorsqu'il dit « il faut que cela nous serve ». Et non pas que cela nous coûte. Et effectivement, ça me fait penser à une phrase que j'aime bien d'un philosophe grec, Sénèque. En fait, on peut tout regarder, mais ce qui est important, c'est la façon dont on le regarde, la façon dont on appréhende la chose et comment on va la traiter, ce qu'on va en retirer. Mais avant les enseignants, avant les formateurs, est-ce que ce n'est pas dans le cadre de l'information, est-ce que ce n'est pas avant tout aux journalistes d'analyser? C'est-à-dire qu'on sait bien que lorsqu'on livre une image brute et une information juste factuelle, on sait que derrière, il y a toute une émotion. C'est vrai que voir des corps par terre, étendus par terre, comme vous l'avez dit Fred Galva tout à l'heure, ça peut provoquer un choc émotionnel. Mais est-ce que justement, ce n'est pas là l'occasion pour
que ça nous serve, comme pour reprendre les termes de Gérard, et que le journaliste reprenne dans son commentaire ou aussitôt après pour dire, bon, même si il faudra une enquête pour déterminer, etc., mais rappeler les conseils élémentaires de prudence, dire qu'effectivement, c'est peut-être pas une fatalité, une main suspendue qui a pris la vie de ces deux jeunes hommes, mais rappeler un certain nombre de choses pour qu'effectivement cela serve à quelque chose. Alors là-dessus, oui, je rebondis parce que ça me rappelle. Je crois qu'au niveau de la formation, il y a un véritable travail à faire au niveau de la formation des journalistes. C'est-à-dire que dans les écoles, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu comme dans ce qui est arrivé au corps médical, l'évolution qu'a connue la formation des médecins, notamment dans toutes les questions, sur toutes les questions psychologiques, la dimension psychologique des pathologies. Je crois qu'aujourd'hui, on est en pleine réflexion. Je pense qu'on est en pleine réflexion au niveau des formations de journalistes et de formations de communicants, justement pour indiquer ce que vous disiez là, Josette, où effectivement, il est bien question de pouvoir... je dirais, accompagner le téléspectateur dans sa lecture analytique de l'image. Et je crois qu'effectivement, la vraie question, elle est au niveau de la formation des journalistes eux-mêmes. Pour le moment, je ne pense pas trop me tromper en disant que ce n'est pas véritablement la priorité dans le cadre des formations actuelles en matière de journalistique. Mais ça serait, j'en finis. Ça serait sans doute pour les chaînes d'information continue dont les plus importantes semblent être en difficulté, ça serait sans doute un enrichissement que d'apporter ce décryptage au fur et à mesure que le flot d'images... Il nous reste 3 minutes d'émission, vous voyez comment ça passe très vite, et on ne va pas échapper à la télévision de proximité, puisque bon, c'est à nous aussi d'en parler. Ces télés qui sont devenus un petit peu ces nouveaux jouets avec lesquels on peut échanger, on peut même parler aux présentateurs. Est-ce que vous avez le sentiment, vous Olivier, avec la distance du scientifique, que ces télévisions de proximité sont devenues véritablement des outils de lien social et ont-ils rendu si proches nos téléspectateurs Question Qu'est-ce qu'il y a de proximité dans ces fameuses télés dont nous faisons partie? Mais n'ayez pas peur de nous dire ce que vous en pensez. Vous pourrez sortir après l'émission, rassurez-vous. J'irai très vite. La proximité, c'est un mot valise aussi, dans lequel on met tout. La proximité, en tout cas, les programmes de proximité, en tout cas les programmes qui se veulent proches du téléspectateur, dans lequel il va se reconnaître. Déjà, le fait que on ait pu accéder à ce type de programme ou à ce type de chaîne, c'est une très bonne chose. Je pense qu'on le voit tous les jours. Donc il y a effectivement un premier point positif parce que ça a permis aux chaînes existantes de se remettre en question. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie question qui a été posée. Et puis la deuxième chose, c'est que quand même, il y a au niveau, puisque la proximité s'est quand même répandue et que tout le monde est proche aujourd'hui, visiblement on est toujours proche de quelqu'un, les médias aujourd'hui, je dirais, vendent, on dira, une plus ou moins bonne proximité et une mauvaise proximité. Donc il faut faire attention, et je m'explique, la bonne proximité, c'est celle qui permet effectivement, je répète, aux citoyens de se situer dans son espace, dans son environnement culturel, politique, etc., etc. Donc il y a un véritable travail citoyen. Donc c'est une proximité citoyenne. Et puis il y a une proximité qui est une proximité, je dirais, spectacle, une proximité que l'on met en scène. Une proximité, on va indiquer au spectateur qu'il fait partie du programme alors qu'en fait il ne sert qu'à faire valoir le programme ou l'animateur ou etc., etc. Et là-dessus, bon voilà, le débat est ouvert. Mais peut-être qu'il faudrait que je revienne pour qu'on parle de proximité. Absolument. Et vous, la proximité, vous avez l'impression d'être proche de vos téléspectateurs quand vous êtes sur le plateau, Josette? Je ne sais pas, c'est plutôt aux téléspectateurs de dire s'ils se sentent proches de ce que... Mais est-ce que vous avez l'impression de faire de la proximité Si la proximité, c'est parler des choses qui touchent directement et concrètement les gens, je crois que je fais de la proximité. Très bien.
En tout cas, merci beaucoup tous les deux d'être venus. Merci Olivier. Je Merci rappelle à que vous. vous êtes maître de conférence à l'Université des Antilles. On dit plus Antilles-Guyane, hein, donc Antilles. On dit encore, mais... Encore Antilles, mais enfin bon, l'Université d'Antilles. Merci d'être venu et de nous Merci avoir aussi beaucoup. bien éclairé. On vous remercie beaucoup. Josette, on vous retrouve très bientôt en télé. Mardi à 11h, de 11h à 12h, pour une prochaine émission, un prochain numéro de Mahogany qui portera, si je ne m'abuse, sur les... C'est pas très gai pour finir, pour conclure. Sur la prévoyance en matière de décès. Voilà. Eh bien, pour moi, vous vous retrouvez dans 15 jours et c'est dans la continuité, ou certainement aussi, c'est ça la proximité. On se retrouvera avec les zombies, les sorciers, puisque bon, de temps en temps, un peu de parapsychologie, ça ne nous fait pas de mal. Papy sera avec nous dans 15 jours pour nous parler de phénomènes paranormaux. Surtout, prenez soin de vous. Merci Hervé, merci Olivier, bien sûr. Merci Momo, Marie-Ange, Jacques, Gérard et ma très chère consoeur Josette. Prenez soin de vous. Très bon carnaval pour ceux qui en font et pour ceux qui n'en font pas. Regardez la télé, bien évidemment.